Oh, salut tout le monde. Alors je voulais savoir déjà à chaud, est-ce qu'il y en a qui aiment Assassin's Creed? Oui. Ça tombe bien, on va pas du tout en parler aujourd'hui. Mais en fait, je vous parle de ça parce que sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo où je me suis intéressé à l'histoire et en fait, ce qui m'intéressait, c'était de savoir quelque chose qui s'est passé dans l'histoire et dont on peut observer des impacts aujourd'hui. Et en fait, je voulais faire des comparaisons intéressantes. Donc, il se trouve que dans le premier opus d'Assassin's Creed, la secte des assassins, qui est inspirée d'une réelle secte qui a existé, une secte chiite, et ben, on peut trouver beaucoup de similitudes avec le groupe de l'État islamique aujourd'hui. Il y a bien sûr des différences, mais il y a aussi des similitudes. Et donc pour cette conférence, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas trouver quelque chose d'autre qui s'est passé dans l'histoire et qui existe aussi aujourd'hui sous une autre forme et dont on pourrait faire des sortes de liens. Donc j'ai pensé à la piraterie. Est-ce qu'un pirate somalien ou des pirates qui vont monter à bord d'un paquebot dans le détroit de Malacca, est-ce qu'on peut faire des liens avec la piraterie de l'époque, au moment de l'âge d'or de la piraterie? Et puis donc j'ai commencé à travailler ce sujet et finalement j'ai trouvé une idée qui je trouve est plus pertinente. Parce que j'ai trouvé un sujet où aujourd'hui, en 2018, on est en train de résorber un problème qui existe depuis que l'homme existe sur Terre. On n'a jamais été capable de le résorber. Aujourd'hui, ça se passe, mais c'est un sujet qui n'est pas du tout sexy. Et donc, vous ne le verrez pas dans les tendances YouTube, vous ne le verrez pas à la une des journaux, mais pourtant, ça sauve des vies. Et c'est un sujet sur la pauvreté. Donc effectivement, le sujet de la pauvreté, c'est pas sexy. Vous n'allez pas le voir comme un conflit, une explosion, hop, il y a toutes les caméras du monde qui se braquent dessus. C'est un phénomène qui est lent, qui est mouvant, et qui est sous plein de formes différentes. Et aujourd'hui, je me suis dit, puisque j'ai l'occasion de parler devant autant de gens, je me suis dit que je vais mettre en lumière ce sujet qui est plus qu'important. Donc, on va tout reprendre depuis le début. Est-ce que vous pouvez me donner, à chaud, une définition de ce que c'est que la pauvreté? Et ne me dites pas, c'est un mec qui fait des vidéos sur YouTube et qui ouvre un Tipeee. Donc, allez-y, donnez-moi des définitions pour vous. Qu'est-ce que c'est que la pauvreté? Ok, donc c'est la vie sous une certaine somme d'argent, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Ouais. Une personne qui ne peut pas subvenir à ses besoins primaires. Quelqu'un qui ne peut pas subvenir à ses besoins primaires, ouais. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui survit. Bon bah globalement, on a beaucoup de bonnes choses. En fait, c'est un sujet extrêmement complexe, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis autant de temps à le résorber, enfin du moins à résorber quelque chose dont je vais vous parler. C'est qu'en fait c'est un phénomène composite. C'est composé de plein de choses, donc c'est pas être pauvre, c'est pas uniquement ne pas avoir d'argent, parce que vous avez des communautés gitanes qui gagnent pas trop mal leur vie, mais qui sont considérées comme pauvres parce que analphabètes, parce que pas accès à la santé primaire, parce qu'il y a des problèmes de mortalité infantile et tout. Donc en fait c'est un phénomène composite, je vais vous le lire, c'est l'insuffisance de revenus, la faim, la malnutrition, l'accès à l'éducation, aux services de base, à la discrimination, pas l'accès à la discrimination, mais qui souffrent de discrimination, d'exclusion sociale et surtout qui manquent de prise de participation dans la vie publique. Donc c'est des gens qui ne sont pas forcément représentés. Et ce qui est incroyable, c'est que vu que c'est sous plein de formes différentes, quand on essaye de résoudre ce problème, parfois il y a des conséquences auxquelles on ne s'attend pas. Par exemple, il y a des gens qui vivent dans des bidonvilles sur Terre, et il y a les grandes institutions internationales, pourtant des trucs vraiment prestigieux, qui ont bossé sur le sujet, et ils ont conseillé les pays, ils ont dit « Ok, donc ces populations-là, vous pouvez les reloger à tel endroit ». Et une semaine après les avoir relogés dans des appartes pas trop mal, les gens sont repartis à l'endroit où il y avait des bidonvilles, ils ont reconstruit des bidonvilles dessus. Et on se dit « Mais putain les gars, on essaye de vous sortir de la pauvreté, pourquoi vous revenez ?» De la même manière, il y a Veolia qui a participé à un projet de développement en Asie, et qui s'est dit, ok, dans ces populations-là, elles souffrent beaucoup de maladies à cause de l'eau qui n'est pas salubre. Et donc du coup, ils se sont dit, on va installer plein de citernes d'eau salubre. Et ils se sont rendus compte que les gens ne la buvaient pas. Et là encore, ils se disent, mais putain les gars, on se bouge pour vous, pourquoi vous la buvez pas? Parce qu'en fait, c'est un phénomène composite, et il y a plein de facteurs qui influent, notamment des facteurs culturels. Dans le cas de la citerne, c'est parce que c'est dans des villages où on pratique beaucoup les prêts d'argent entre particuliers, entre voisins et tout. Et quelqu'un qui boit de l'eau potable, c'est quelqu'un qui n'est pas en suffisamment bonne santé pour boire l'eau de la rivière. On lui fait pas confiance, on le discrimine, on lui passe pas d'argent. Et les gens étant nécessairement dans le besoin de demander de l'argent, préfèrent du coup continuer de boire l'eau du fleuve. Et en fait, tous ces problèmes-là de pauvreté, c'est hallucinant parce que ça va très très loin. Pareil, dans d'autres pays d'Afrique, il y a des problèmes liés au paludisme. Et ils se sont dit, ok, on va matraquer, on va acheter plein de moustiquaires, imprégnés de produits, on va les donner aux populations les plus touchées. Et on revient dans une semaine, on voit comment ça se passe. Aucune des moustiquaires n'avait été installée. Et en fait, ils avaient utilisé les moustiquaires comme des filets de pêche.
parce qu'en fait, l'être humain est parfois particulièrement surprenant, et c'est ça que je trouve génial dans la géopolitique, c'est qu'en fait, on découvre l'être humain sous toutes ses formes, et ça je trouve ça absolument passionnant. Et finalement, la pauvreté, puisqu'on n'arrive pas à subvenir à ses besoins, on peut être tenté, parce que l'homme est faillible, et l'homme bien sûr rêve de vivre dignement, peut être tenté de faire des trafics qui ne sont pas forcément légaux. Et c'est pour ça qu'une des causes de la pauvreté, de la prostitution, une des causes du narcotrafic, une des causes des migrations et une des causes même de l'extrémisme, c'est la pauvreté. Donc en fait, c'est quelque chose, si on arrive à résorber ça, il y a toute une chaîne derrière de choses qui se passent dans le monde qui peuvent être résorbées. Donc c'est pour ça que c'est pas sexy, mais c'est plus que nécessaire que de travailler sur le sujet. Et donc les institutions internationales bossent beaucoup dessus, et on est aujourd'hui en mesure de résorber une partie de cette pauvreté. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc, est-ce que un pauvre qui habite à Dakar, un Sénégalais qui habite à Dakar, qui gagne pas bien sa vie, est-ce qu'il est comparable à un SDF qui gagne pas bien sa vie du tout en France? Est-ce que la situation est la même? Bien sûr, non. Parce qu'en fait, il y a plusieurs formes de pauvreté. C'est-à-dire que le sociologue français qui s'appelle Serge Pogam, il a défini qu'il y avait 3 formes de pauvreté. Le premier, c'est ce qu'on appelle la pauvreté intégrée. C'est-à-dire que vous avez des populations pauvres au Bangladesh, en Afrique. Ils sont pauvres, mais ils sont intégrés à la société. Ils font partie de la société, ils ne sont pas exclus. Juste qu'ils vont vendre du coup de manière informelle sur les marchés, ils vont vendre dans la rue et tout. Deuxième forme de pauvreté, c'est la pauvreté disqualifiante. C'est-à-dire que vous avez des travailleurs pauvres, des gens qui cravachent, qui ont des petits jobs, qui cumulent plein de petits jobs pour subvenir aux besoins de la famille, mais qui sont à la limite, et qui, malgré le fait qu'ils travaillent, risquent de s'enfoncer réellement dans la grande pauvreté. Et la troisième forme, c'est la forme qu'on retrouve dans les pays les plus développés, dont la France, c'est la pauvreté marginale. Et donc là, c'est, en plus du problème de pauvreté, on ajoute un facteur d'exclusion. Et c'est le cas des SDF, c'est-à-dire qu'on est pauvre et on est exclu. Mais cette forme de pauvreté-là n'existe pas dans tous les pays. En Afrique, on peut être pauvre et intégré. Alors, donc du coup, tout ça, on vient de voir, c'est la pauvreté. Mais si vous prenez tous les gens pauvres sur Terre, vous prenez ceux qui gagnent le moins, donc vraiment les gens les plus pauvres du monde, c'est-à-dire vraiment ceux qui gagnent le moins, et ben c'est cette population-là, on est actuellement en 2018 en train d'éliminer cette population-là. C'est-à-dire qu'il y a 2 manières de calculer ce qu'on appelle l'extrême pauvreté. Donc il y a 2 organismes qui font ces calculs. Il y a la Banque mondiale, et eux, vu que c'est une banque, ils ont des calculs pour mesurer ça qui sont plus monétaire, donc c'est-à-dire que si vous êtes en dessous de 1,90$ par jour et par habitant, vous êtes considéré comme vivant dans l'extrême pauvreté. Donc, et 1,90$ par jour et par habitant, ça fait vraiment pas beaucoup. Et il y a une autre forme de calculer qui est le Programme des Nations Unies pour le développement, donc c'est le PNUD, c'est une autre institution. Eux, ils misent sur une autre manière de calculer cette pauvreté et qui inclut beaucoup plus de choses, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un indice qui s'appelle l'indice de pauvreté humaine et qui calcule, ok, est-ce que la population passe tel âge d'espérance de vie, est-ce que la population sait lire? En fait, ils prennent un ensemble de plein de facteurs et ils calculent si oui ou non vous êtes dedans, et si vous êtes dedans, c'est que vous êtes dans l'extrême pauvreté. Donc, on vient de voir la pauvreté, et à l'inverse, on a les richesses. Et ce qui est un problème, c'est l'écart entre les plus pauvres et l'écart entre les plus riches. Donc ça, on parle d'inégalité. Et il y a pas mal de choses à dire dessus. À votre avis, quelle est la région la plus inégalitaire entre les plus riches et les plus pauvres? Levez la main tous ceux qui pensent que ce sont les pays arabes. Ok. Levez la main tous ceux qui pensent que c'est l'Amérique du Nord. Ok. Levez la main ceux qui pensent que ce sont les pays asiatiques. Ouais. Et maintenant, levez la main ceux qui pensent que c'est l'Amérique latine. Eh bien, je vais vous surprendre, mais c'est l'Amérique latine qui est en fait la région la plus inégalitaire entre les plus riches et les plus pauvres. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inégalité ailleurs dans le monde, ça veut juste dire qu'au niveau régional, c'est là où il y en a le plus. Et ce que je trouve absolument passionnant, c'est que là, on peut trouver des raisons qui sont historiques, c'est-à-dire que quand les Européens sont arrivés au Nouveau Monde, ils sont confrontés à des populations qui étaient déjà là, donc les populations précolombiennes, sauf qu'il y a des grandes différences, c'est-à-dire que vous avez les Indiens d'Amérique. Est-ce que vous pouvez me citer un bâtiment, une construction, un building ou je sais rien, qui date de cette époque-là en Amérique du Nord ou pas? Est-ce qu'il y a un héritage particulier? Alors ouais, il y a, mais alors là on arrive dans la sphère plus latine, parce qu'après ça va être colonisé par des pays du coup latins. Enfin, donc du coup, il y a des
il y a des, comment dire, il y a de l'héritage, mais uniquement en Amérique latine. Et c'est ça qui est surprenant, c'est qu'à l'époque, il y avait déjà des sociétés qui existaient, mais quand les Européens sont arrivés, ils sont arrivés au nord face à des peuples qui finalement étaient presque nomades, parce qu'en fonction des saisons, ils bougeaient, donc des populations indiennes qui construisaient des tipis, et ça, avec le temps, ce n'est pas resté. Par contre, en Amérique latine, ils sont arrivés face à des Incas, ils sont arrivés face à plein de populations qui, eux, étaient déjà organisées en société, donc ils avaient déjà des grands prêtres, ils avaient déjà toute une hiérarchie qui était déjà faite, avec aussi des temples et beaucoup de choses. Et donc du coup, ce qu'ont fait les gens quand ils sont arrivés en Amérique latine, c'est que, vu qu'ils n'arrivaient pas face à de la nature vierge, ils ne pouvaient pas faire comme aux États-Unis, ok, c'est la terre promise, on construit ce qu'on veut, et on arrive avec l'idéal de construire ce qui deviendra les États-Unis. En Amérique latine, ils sont arrivés face à des populations qui étaient déjà là, avec déjà des sociétés organisées. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait, bon, c'est qui le grand chef chez vous? C'est toi, ok, je coupe la tête et je prends ta place. Donc en fait, des sociétés inégalitaires déjà à l'époque vont finalement continuer d'être perpétuées dans le temps, parce que ce seront les Espagnols qui prendront, et les Portugais qui prendront ces places stratégiques. Et en fait, il n'y aura pas de modification drastique dans l'organisation de la société. En fait, ça va rester et se perpétuer. C'est un des facteurs. Après, il y a bien sûr d'autres facteurs, mais il y a un des facteurs qui explique pourquoi c'est la région la plus inégalitaire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que tous les groupes de résistance et de révolutionnaires qu'on a en Amérique latine, comme ça a commencé par Fidel Castro et Che Guevara, mais ça part aussi après sur les FARC, ça part aussi sur le Sentier Lumineux, ça part sur l'Armée de Libération Nationale. Tous ces groupuscules révolutionnaires que vous voyez cachés dans la forêt qui essayent de combattre les gouvernements en place, ce sont des groupes communistes qui œuvrent contre les inégalités. Donc en fait, on comprend mieux ce qui se passe là-bas, on comprend qu'en fait le combat, c'est parce que à la base, la situation n'était pas égalitaire. Donc je trouve ça génial de pouvoir expliquer une partie des problèmes actuels avec un phénomène passé. Ça, je trouve ça absolument intéressant. Et ces inégalités dans le monde, elles grandissent. Et c'est là où je deviens un peu pessimiste, c'est que ces inégalités dans le monde, elles grandissent. Pour vous donner un chiffre qui fait un peu froid dans le dos, en 2018, 1% des plus riches possédaient 50% des richesses. Donc c'est-à-dire que vous prenez 50% de la population mondiale et 1% des plus riches, et en gros, ils ont les mêmes sommes de richesses, en fait, l'un et l'autre. Donc ça, c'est vraiment problématique, parce qu'on pourrait se dire, au pire, on s'en fout des inégalités, c'est pas grave, hein, en quoi le pays continue de tourner et tout. Mais si vous êtes à la tête d'un territoire et que vous avez toute une population qui est exclue, ça fait des poches d'exclusion, on appelle ça, et c'est dans ces poches-là que peuvent naître toute forme de résistance. Ça peut aller jusqu'au djihadisme, ça peut aller... Enfin, donc, c'est des poches qui peuvent menacer le pouvoir existant. Donc si vous êtes dirigeant, vous avez intérêt, pas par compassion, mais par intérêt purement calcul long terme, vous avez intérêt à ce que toute la population soit intégrée. Mais bien sûr, en plus de ça, c'est humain, c'est des gens qui vivent dans la souffrance, donc bien sûr, c'est juste... Enfin, c'est plus que nécessaire finalement d'œuvrer pour plus d'égalité dans le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que entre les États-Unis et l'Europe, il n'y a pas eu exactement la même chose. C'est-à-dire que depuis 1980, les 1% les plus riches aux États-Unis, ils ont augmenté leur richesse de 50%. Donc ils ont doublé en 30 ans. Et en Europe, ils n'ont pas doublé de 50%, ils ont doublé de 12%. Donc en fait, on voit qu'en Europe, les inégalités augmentent beaucoup moins vite qu'ailleurs dans le monde. Donc ça, c'est un super point positif. Et il faut continuer d'œuvrer pour ça. Et ce qui explique en fait l'augmentation des inégalités dans le monde, alors c'est pas du tout par conviction politique qu'on donnait ces résultats à les chercheurs. Ils l'expliquent par le passage vers le capitalisme et vers la privatisation des capitaux. Donc c'est encore une fois, c'est pas des gens qui sont politisés de gauche et qui se sont dit ouais, c'est la faute du capitalisme. Ils ont réellement travaillé, étudié, vu qu'est-ce qui posait ces problèmes d'inégalité, et ils l'ont pas fait encore une fois par revendication politique. Ils l'ont vraiment fait d'un point de vue de chercheur en disant nous, avec le travail qu'on a fait, on sait que c'est ça le problème. Donc il faut continuer d'œuvrer pour plus d'égalité sur Terre, mais déjà on est en mesure de résorber l'extrême pauvreté, et ça c'est plus qu'une meilleure nouvelle, et encore une fois ça devrait faire beaucoup plus actualité que le dernier tweet polémique de Trump ou autre chose qui se passe dans le monde. C'est quelque chose, je sais pas si vous vous rendez compte, parce que depuis que l'être humain existe, cette forme de pauvreté existait, sauf que depuis, la population a fait x10. Donc en plus de devoir gérer des gens qui étaient déjà dans l'extrême pauvreté, la population augmentait, donc il y avait encore plus de risques que cette population grandisse. Donc c'est un travail de dingue qui a été fait, et ça méritait vraiment d'être en avant. Et alors pour finir, je voulais vous lire un petit speech du président de la Banque mondiale, qui s'appelle Jim Yong Kim,
J'ai voulu l'inviter, mais il n'a bien sûr pas répondu à notre invitation, c'est bizarre. Mais il dit alors, c'est la meilleure nouvelle pour notre monde actuel, puisque ces prévisions prouvent que nous sommes la première génération de toute l'histoire de l'humanité en mesure de mettre fin à l'extrême pauvreté. Et ça, c'est une nouvelle qui s'applaudit. Merci à tous.